Merci d'être là pour ce temps d'échange. On a quelques invités qui vont prendre la parole. Donc moi je m'appelle Dominique, je vais animer un peu la prise de parole. Et puis pour vous aussi, ce qui est intéressant c'est qu'on puisse échanger. C'est pas juste d'assister à une conférence. De toute façon on n'a pas beaucoup de temps. Donc ce sont des petites prises de parole qui disent quelque chose de chacun. Et si ça nous donne envie ensuite de venir se rencontrer, voilà, c'est tout bénéfice. Le but, c'est pas d'être émerveillé par quelqu'un d'intelligent qui parle, c'est de dire tiens, cette personne, j'ai envie de la rencontrer. J'ai envie de tisser un lien, j'ai envie de. Au-delà de cette journée. Voilà, si ça permet ça sera vraiment gagné. Donc vous avez les noms de ceux qui vont s'exprimer. Tout à ma droite, il y a Anne Murat. Donc je dis quelques mots pour te présenter, mais tu me diras ce que tu veux par ailleurs. Tu es secrétaire national du CCFD, Terre Solidaire. Tu me dis que tu es engagé depuis plus de 40 ans, mais tu as à peine 40 ans, donc comment c'est possible, je ne sais pas bien. Tu as fait du MEJ, c'est ça, pendant combien de temps? Pendant une vingtaine d'années. Ah oui, aussi, oui. Et tu as été délégué à la diaconie dans ton diocèse et à l'écologie, avant Église verte ou Non, déjà entre 2021 D'accord, et 2023. récemment, ouais. Très bien. Et ben voilà, merci Anne d'être là. À ta gauche, on accueille Gustava Amagua, qui travaille avec la délégation catholique à la coopération. Tu es chargé de la mission ECSI. EXI, je ne sais pas ce que ça veut dire, explique-nous. Ça veut dire l'éducation avec le micro. Alors, oui. Ça veut dire EXI, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. C'est une démarche éducative, l'éducation populaire qui vise à sensibiliser aux toutes idées publiques, aux thématiques liées à la solidarité internationale et aux ODD, Objectifs du développement durable. Tu as fait du volontariat en Équateur ou tu es originaire de l'Équateur? Je suis originaire de l'Équateur et en mission actuelle à la DCC. D'accord, voilà. Et ben voilà, c'est bien. Et puis tu diras d'autres choses quand tu voudras le dire. Et puis on a un témoin émerveillé, on peut dire comme ça. Tu étais déjà là tout à l'heure avec nous dans le groupe, Benoît Gudijon, tu es franciscain, et tu essaies d'être franciscain, comme nous tous, essayons d'être ce que nous sommes. Et puis tu es aussi président de la Fondation François d'Assise. Vous avez expliqué tout à l'heure que c'était un outil pour aider des gens qui ont un peu d'argent à le mettre bien au service de gens qui en ont un peu moins, on peut le dire comme ça, avec la famille franciscaine. Voilà. Et puis j'ai été volontaire au Nord Togo pendant 2 années, quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais pas de cheveux blancs, et c'est un peu l'origine de ma vocation franciscaine. Voilà, donc tu disais pourquoi je suis dans cette table ronde, ben voilà, peut-être qu'à partir de ton expérience du Togo, tu as des choses à nous transmettre. Le thème un peu qui nous rassemble, c'est de réfléchir sur cette tension. D'abord, il faudrait peut-être qu'on se pose la question, est-ce que c'est juste une construction mentale ou est-ce que c'est une réalité? Le Nord et le Sud, qu'est-ce que c'est, quand on regarde un peu d'où vient ce concept? C'est un concept qui est lié un peu à notre histoire occidentale, au moment de la décolonisation, dans les années 60, 70, ou un peu par culpabilité ou par d'autres envies. On a voulu garder des liens entre les sociétés occidentales qui quittaient les terres de colonisation et puis les terres qui prenaient leur indépendance et qui cherchaient leur propre modèle de développement. Et donc il y a un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas simplement voulu être dans une relation politique dominant-dominé ou anciens colonisateurs, anciens colonisés, et qui ont voulu recréer d'autres formes de relations nord-sud. Mais peut-être que ça serait intéressant qu'on commence par là. Est-ce que ça a du sens pour vous de parler de nord et de sud? Alors, j'ai envie... Je ne sais pas si ça lui est passé en celui-là. Du coup, j'ai juste envie de prendre une petite anecdote, c'est que si vous prenez une map monde, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud. Et donc au CCFD Terre Solidaire, on a l'habitude d'utiliser une carte qui s'appelle la projection Peters. C'est une planisphère. Et en plus, nous, on l'a fait inverser, c'est-à-dire que le nord qu'on a dans la tête, il est au sud, il est en bas, et le sud, il est en haut. Tout ça pour dire que c'est bien sûr une construction, et que c'est pas neutre. Parce que le nord en haut, forcément, il y a un côté qui domine ce qui est en bas. Enfin bon, voilà. Donc pour moi, c'est effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens.
Néanmoins, tout ce que tu viens de dire, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité des politiques ou des aides au développement des États du Nord, dits du Nord, vers les États dits du Sud, bon, on ne dit plus le tiers-monde, on ne dit plus les pays en voie de développement, on ne dit plus tout ça, mais quand même, ça reste. Et ben ça crée quand même, ça continue de créer, objectivement, ça continue de créer une dépendance. Et les États du Sud sont en train de vraiment réagir et de nous faire comprendre un certain nombre de choses tout à fait différentes. Juste pour... Voilà, pour entrer. Gustave, est-ce que toi, Nord-Sud, ça a du sens quand on vient de l'Équateur? Pour moi, pas forcément. Et depuis quelques temps... Oui, ça marche. Oui, ça marche. Depuis quelques temps, il y a eu une relation entre, par exemple, les problématiques comme la pauvreté ou les inégalités attribuées seulement comme caractéristiques inhérentes au Sud. Mais si on regarde, même dans les pays du Nord, même dans la France, même dans les États-Unis, il y a ce type de problématiques. C'est vrai que ce n'est pas dans le même degré, c'est vrai que c'est pas forcément dans le même contexte, mais on voit qu'il y a des gens qui ont besoin de l'aide, qui sont dans une situation de précarité. Donc, pour moi, des problématiques, la pauvreté, les inégalités, c'est pas une caractéristique liée qu'au Sud. On trouve toutes ces problématiques au niveau mondial. Je pense que c'est important qu'on se dise ça d'entrée de jeu, c'est que ce dont on va discuter, c'est pas des questions entre des pays riches et des pays pauvres, c'est au sein de toutes nos sociétés, chacun là où on est, regardez dans nos quartiers, au sein de nos propres quartiers, il y a 50 mètres d'écart, des gens qui vivent des mondes complètement différents, avec des niveaux de vie et des inégalités ou des possibilités d'accès à des ressources ou à des formations qui ne sont pas du tout les mêmes, alors qu'on vit dans la même société, dans les mêmes lieux. Voilà. Donc c'est intéressant de ne pas trop cristalliser le Nord qui parle au Sud et le Sud qui parle au Nord. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça pose au moins la question sur comment est-ce que des sociétés qui ont des niveaux de développement différents, ou des possibilités financières, ou des possibilités de production différentes, réagissent face à une mondialisation qui, elle, vient se servir sans trop se poser de questions. Voilà, on va un peu réfléchir là-dessus ensemble. Est-ce que tu voulais prendre la parole là, à ce niveau-là, par partir de ton expérience, au Togo ou autre? On n'a pas dit tout à l'heure, je viens de terminer un ministère de 12 années au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, et là j'ai vraiment pris conscience que le monde n'est pas partagé entre les bons et les méchants. Et bien de même, par analogie, le monde n'est pas transformé entre le Nord et le Sud. Quand j'ai vécu pendant ces 2 années dans des villages quand même très pauvres du Nord Togo, et construit des puits, des cases d'alphabétisation, j'ai tellement reçu, je ne m'attendais pas à recevoir. J'étais parti pour donner, et en fait, j'ai reçu qualité d'accueil, qualité de vie spirituelle. Et je me dis, mais moi, je suis sous-développé, pour reprendre des mots anciens qu'il ne faut plus utiliser aujourd'hui, mais je suis, moi, occidental, sous-développé sur bien des niveaux, et j'ai à apprendre d'eux, et j'ai beaucoup reçu. Donc, effectivement, il faut vraiment sortir de cette dichotomie qu'on a inscrit, les bons, les méchants, le Nord, le Sud, et que les riches, les pauvres, et qu'on a tous en nous quelque chose de riche à donner et quelque chose de riche à recevoir. Merci. Je propose maintenant de vous laisser la parole à tous les deux pour exposer un peu comment, à partir de l'expérience au CCFD et l'expérience à la DCC, comment vous pensez ces relations-là. Le sous-titre un peu, c'est est-ce qu'entre Nord et Sud, tout est lié, pour reprendre l'expression du pape François. Est-ce que c'est une expression que vous reprenez à votre compte dans vos propres engagements? Alors oui, complètement. Hein. L'interdépendance, je dirais, c'est presque le cœur de notre façon de voir les choses au CCF d'État solidaire. Et pour commencer, en fait, je voulais juste reprendre deux citations de Datossi qui nous parlent beaucoup, qui sont complètement dans le thème, mais qui nous parlent beaucoup et qui sont vraiment au cœur de notre action au CCFD. Donc l'inégalité n'affecte pas seulement les individus, mais aussi des pays entiers, et oblige à penser à une éthique des relations internationales. Il y a en effet une vraie dette écologique, particulièrement entre le Nord et le Sud, liée à des déséquilibres commerciaux et des conséquences dans le domaine écologique, ainsi qu'à l'utilisation disproportionnée des ressources naturelles historiquement effectuées par certains pays.
Autre citation, la dette extérieure des pays pauvres s'est transformée en un instrument de contrôle, mais il n'en est pas de même avec la dette écologique. De diverses manières, les peuples en développement où se trouvent les réserves les plus importantes de la biosphère continuent d'alimenter le développement des pays les plus riches au prix de leur présent et de leur avenir. Et en fait, quand on lit ça, et qu'on regarde l'histoire du CCFD Terre Solidaire, donc, qui a été créé dans les années 60, enfin, en 61, pour être précis, en 1961, à la demande des évêques de France, face à la crise de la faim, pour mobiliser les catholiques pour réunir de l'argent. À la base, c'était ça. Mais l'intuition, au-delà de ça, c'était censé durer une année, ça fait 65 ans que ça dure. Alors j'ai l'habitude de dire que c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a encore besoin de cet outil-là. Et néanmoins, quand on regarde l'intuition de départ, qui est toujours la même aujourd'hui, je suis très fière d'être au CCFD Terre Solidaire, c'est-à-dire qu'en fait, notre intuition, c'est justement de ne pas être dans des relations où il y a ceux qui savent, ceux qui aident, et puis ceux qui ont besoin et qui sont pauvres. Donc en fait, nous, on est basé vraiment sur le fait que les partenaires que nous soutenons dans les pays, alors je vais quand même dire les pays du Sud pour que ce soit plus pratique à dire, en fait, ce sont des partenaires et on ne fait pas à la place d'eux, on fait avec eux et c'est eux qui proposent leurs projets. Nous n'avons absolument aucun droit ni aucune légitimité à dire à un paysan du Togo ou en Inde ou en Amérique du Sud comment il va falloir qu'il s'y prenne pour faire en sorte de pouvoir récupérer sa terre qu'on lui a spoliée, comment faire pour lutter contre le réchauffement climatique et comment développer l'agroécologie, qui a d'ailleurs été développée bien avant chez nous dans tous ces pays-là, parce que évidemment ils ne nous ont pas attendus pour essayer de faire en sorte de pouvoir vivre, se nourrir, cultiver et se nourrir. Donc on ne fait pas à la place d'eux, on est en accompagnement. Donc ça c'est vraiment la base. Et du coup on crée une vraie relation horizontale, une relation où en fait on est dans un accompagnement et des échanges qui sont très concrets. Un certain nombre de partenaires viennent régulièrement rencontrer les équipes de bénévoles en France. On a des échanges, maintenant avec la technologie, on a des vidéos, on fait des visioconférences. Et puis, moi j'ai eu la chance l'année dernière de partir avec un groupe de bénévoles de ma région, ce qu'on appelle nous les voyages d'immersion. Donc on est parti à 6 bénévoles en Afrique du Sud, à la rencontre de 2 partenaires qui luttent contre l'extractivisme des entreprises minières d'une part et de l'agroalimentaire d'autre part. Et ça change tout. On était vraiment dans une rencontre, comprendre intellectuellement, on savait, on a préparé pendant un an le voyage, donc on savait un peu les problématiques, etc. Quand on est sur place, on rencontre les gens. On voit comment ils vivent, ça change tout. Et quand je suis revenue, en fait, je me suis dit, ici en France, c'est quoi notre boulot ? Notre boulot, c'est d'être leur voix, pour parler, être leur voix ici, pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Et ils ont besoin de nous, non pas simplement pour de l'argent, et ça, ils nous l'ont dit vraiment plein de fois. Ce qui est primordial, c'est le lien qu'on crée avec eux. Et alors, j'avais répertorié parce qu'en fait, finalement, pour illustrer le fait que ce sont nos partenaires, les acteurs, en fait, j'ai envie de vous parler, de leur laisser la parole. Alors, sur un papier, j'ai recopié, parce que j'avais une petite vidéo, mais c'est un peu compliqué à passer. J'avais recopié, en fait, des citations. En fait, c'est une petite vidéo qu'on a reçue d'un partenaire du Maroc, qui s'appelle Kif Mama, Kif Baba, qui travaille sur le droit des femmes et la place des femmes là où il travaille. Et
Et en fait, on a fait une opération à Noël 2024, on avait demandé aux donateurs s'ils avaient envie de transmettre, de faire remonter un merci à nos partenaires. Donc un certain nombre de messages sont arrivés au siège du CCFD Terre Solidaire et on les a dispatchés après auprès de nos partenaires par petits paquets, soit via les chargés de mission quand ils y allaient, soit par courrier, voilà. Et donc Kif Mama, ils ont fait une petite vidéo avec des personnes bénéficiaires de leur action, des salariés de l'association. Et voilà ce qu'ils nous disent. CCFD Terre Solidaire, ce n'est pas juste un mot, c'est une chaîne humanitaire qui nous relie. Merci de votre confiance et de croire en nos actions. Votre appui, ce n'est pas juste matériel, c'est une reconnaissance précieuse dans notre engagement. Votre écoute, votre présence, vos encouragements comptent plus que vous ne pouvez l'imaginer. Grâce à vous, notre parole porte un peu plus loin. Votre solidarité traverse les frontières et les langues, elle nous relie dans les mêmes espérances. Pour nous, vous n'êtes pas seulement des partenaires, vous êtes nos familles de cœur. Donc je pense que c'est bien de terminer, en tout cas pour le moment, de terminer sur ce qu'eux ont à nous dire, de ce qu'on arrive à créer comme relation pour les soutenir dans leur combat. Merci pour le CCFD. Maintenant, Gustava, comment vous vivez ça, cette relation entre ces pays différents à la DCC? Oui, merci. Pour commencer, je vais faire une petite présentation de la DCC. La DCC, Délégation catholique pour la coopération, était créée dans les années 60 à la demande de l'État et par les conférences des évêques de France pour les volontariats de solidarité internationale. Donc, depuis les années 60, il y a eu des volontaires qui sont engagés dans tout type de domaines d'action, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la gestion des projets, dans les 4 mois du monde, au sein de partenaires qui sont établis dans chacun de ces pays, qui organisent leurs projets à partir de leurs besoins locaux et qui font appel à un volontaire qui a des compétences, qui est sur place et il ne trouve pas forcément. Sur la base de la DCC, c'est bien sûr le volontariat et à différence des autres manières d'agir, des autres engagements, que ça peut avoir la forme de l'humanitarisme, de l'humanitaire, quand il y a une situation en crise, un pays est impacté, et donc on fait appel à une demande ponctuelle, à une demande urgence. Le volontariat, en fait, ça se différence parce que c'est pour moi un engagement dans la durée qui va au-delà des actions ponctuelles. Donc, ce type d'engagement, de volontariat, en fait, il s'inscrit pour moi dans 4 phases. La première, c'est comprendre le contexte de personnes qui vivent une autre réalité, la construction des relations de la part du volontaire avec ses collaborateurs et les bénéficiaires du projet, et surtout l'accompagnement des dynamiques déjà existantes, c'est-à-dire que les volontaires ne partent pas dans un pays du Sud avec une connaissance de toutes les réalités et pour apporter la solution clé. Ils partent pour soutenir des actions et des dynamiques qui existent déjà et qui répondent à des besoins locaux. Et c'est là où la DCC, en fait, s'applique dans ces logiques d'un engagement dans la durée. Comment ça s'exprime? En première, il y a toute préparation pour les volontaires qui souhaitent mettre leurs compétences au service d'un projet de développement. Dans le cadre de cette formation, il faut dire qu'il y a 3 temps forts de formation, parce que partir dans un autre pays, dans une autre réalité, ça a besoin d'une préparation avec des personnes qui connaissent la réalité de leur pays. Après, il y a bien sûr l'engagement sur place, et cet engagement, bien sûr, c'est un engagement de longue durée, environ entre 1 an jusqu'aux 6 ans dans certains cas. Et après, un accompagnement au retour de cette personne qui a vécu cette expérience à l'international, à la fois de connaître une nouvelle culture
à la fois de partager leur culture, mais aussi avec une autre vision du monde qu'il a appris après son engagement à l'international. C'est ça ce qu'on appelle un parcours d'engagement, notamment à la DCC. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe à la fin, au retour de ces volontaires, une fois qu'il a vécu sa mission à l'étranger? Et donc, à la DCC, ils ont mis en place un projet, le projet GEOD, qui vise à la sensibilisation du grand public aux questions du développement durable, de l'écologie intégrale, mais aussi à l'interculturalité, par les biais de témoignages et de l'expérience de ces volontaires qui sont partis, qui ont connu notre réalité et qui sont prêts à partager leur vécu, leurs expériences. Donc, il faut surtout s'interroger, ce qui est un point d'interrogation de tous les volontaires qui sont partis, c'est vraiment comment les modes de vie qui sont ici dans les pays du Nord, ce sont forcément différents aux façons de vivre au Sud, et comment on pourrait penser notre façon de vivre ensemble au niveau mondial. Et la deuxième partie, c'est bien sûr, dans cette relation Nord-Sud, c'est surtout la réciprocité. Et pourquoi la réciprocité? Parce qu'en fait, on ne peut pas agir seulement, comme on vient de dire, c'est pas seulement les pays du Nord qui ont toutes les connaissances, toutes les réponses pour tous les problèmes du monde, parce qu'en fait, dans les pays du Sud, il y a aussi des compétences, il y a aussi des savoir-faire qui peuvent être outils qui peuvent être valorisants pour des problèmes qui se passent ici au Nord. Et c'est dans ces logiques-là que la DCC, depuis les années 2019-2018, ils ont débuté le programme de volontariat de réciprocité. Et en gros, ils recrutent des volontaires de ces pays partenaires, comme par exemple l'Équateur, ou par exemple des autres pays en Afrique, comme Togo, Cameroun, Mauritanie, Madagascar, ou même en Asie, comme Philippines, Inde et Cambodge. Ils recrutent des gens qui ont des compétences et qui souhaitent aussi s'engager dans le milieu associatif ici en France. Donc, on finit cette idée de dire, voilà, les pays du Sud, ils sont ceux qui vont aider, et les autres, ce sont ceux qui vont recevoir. Sinon, on part sur une relation d'échange. Parce que là, les compétences, ils ne vont pas seulement du Nord, il y a aussi des compétences au Sud, mais aussi, le but, c'est comprendre et apprendre l'un de l'autre, et apporter des solutions tous ensemble. Merci. Oui, moi je veux bien réagir. J'ai créé la Fondation François d'Assise, dont le but est de permettre à des personnes ici en France de participer à aider des micro-réalisations de gens très défavorisés en Asie, en Terre Sainte, en Afrique, et puis là on s'est tourné récemment en Amérique latine, et voilà, donc on apporte de l'argent à partir des donateurs. Mais les plus beaux projets qu'on a réalisés sont des projets de microcrédit au Bénin, c'est-à-dire qu'on fait un apport financier à des femmes, en Afrique c'est surtout, on peut compter surtout sur les femmes, qui lancent un projet de pisciculture. Voilà, alors en plus on recrute un agent local qui va les suivre, les accompagner pour pouvoir faire en sorte qu'elles acquièrent une compétence dans ce domaine de pisciculture, et elles doivent rembourser chaque année avec le fruit des poissons qu'elles ont élevés, elles doivent rembourser 90% de la somme que l'on leur a investie. Et une fois récupéré cet argent, on va réinvestir cet argent dans un village voisin, parce que bien sûr, la communication se fait facilement, et le village voisin dit, nous aussi, on aimerait bien pouvoir avoir ce type de projet, parce qu'on voit bien que ça permet aux femmes et aux familles de vivre substantiellement. Et de part en part, c'est un projet qui s'est étendu sur de très nombreux villages, et j'allais dire, on crée un emploi, les femmes elles-mêmes ont créé leurs propres emplois, génèrent des revenus pour faire vivre leur famille, et c'est gagnant-gagnant à tous les points de vue. Et l'apport financier est finalement très réduit de notre part. C'est pas de l'argent qu'on apporte, c'est un savoir-faire par un agent local, et pas par des Français.
Merci. J'aimerais vous retourner encore une fois la question sur à quel moment dans vos mouvements, CCFD, DCC, peut-être chez les franciscains aussi, la question de la crise écologique vous a impacté ou ça a été toujours intégré dans votre mouvement? Moi, je dirais que ça a toujours été intégré, mais c'est vrai que c'est avec le date aussi, ça, on a pris une conscience déjà en interne CCFD, mais en fait, c'était déjà, comme je disais tout à l'heure, en fait, les partenaires, on a plus de 500 projets, 500 partenaires dans le monde. On n'a pas attendu le date aussi pour entendre parler d'agroécologie. Et l'impact, la fameuse dette écologique dont parle François dans son encyclique, en fait, les pays, c'est nous qui avons un impact sur leur pays. C'est-à-dire qu'en fait, ils subissent les impacts de plein fouet beaucoup plus que nous. On a entendu parler tout à l'heure du réchauffement climatique, on a beaucoup parlé plutôt de la France et de l'Europe. Mais dans les pays du Sud, la conséquence, on l'a bien vu, sur les sécheresses, sur la pluie de plus en plus abondante, moins longtemps, mais beaucoup plus abondante, où ça ruisselle parce que les terres sont hyper sèches, etc. Tout ça, c'est des phénomènes qui existaient déjà. Mais donc la crise climatique, elle est complètement intégrée et elle génère plein de difficultés. Mais ça n'est pas les seuls soucis. Je veux dire que ça s'est rajouté, mais ce n'est pas les seuls soucis auxquels ils sont confrontés, ils et elles, parce qu'effectivement, c'est beaucoup les femmes, qui ont la mission de nourrir leur famille, et c'est souvent les femmes qui doivent se débrouiller. Et vraiment, la question numéro 1, c'est l'injustice et la répartition des richesses. Et le fait que nous, pays riches déjà, pour notre transition écologique, nous allons piller les richesses de tout ce dont on a besoin pour nos petites batteries et nos grosses batteries, etc. Et ça, moi, je l'ai vu là en Afrique du Sud, c'est incroyable. Et au Pérou, par exemple, avec l'extractivisme à ciel ouvert, là, en Afrique du Sud, c'est en dessous, on voit rien. Toutes les terres sont accaparées par les entreprises minières, les paysans et paysannes n'ont plus de terres à cultiver, ou alors on les a déplacés en disant vous allez prendre cette terre-là à côté, mais évidemment c'est pas de la terre cultivable, et puis avec les conséquences qu'effectivement toutes ces activités-là, qui sont à destination uniquement d'exportation, on va dire essentiellement vers les pays dits du Nord, en fait l'exploitation appauvrit aussi les sols de toute façon. Le jour où peut-être les entreprises partent, la terre est complètement inutilisable, en tout cas pour un certain nombre d'années, sans parler de la pollution, etc. Donc la crise climatique, oui, elle s'est amplifiée de fait, mais dans nos préoccupations, c'est complètement intégré et c'est croisé dans la question de la justice économique, la question de la souveraineté alimentaire, l'émigration dont on parlait aussi tout à l'heure dans cette même salle, l'émigration internationale, l'une des causes, c'est la crise climatique aussi. Et est-ce que tu as vu dans ton mouvement une génération plus sensible qu'une précédente qui a dit il faut qu'on parle beaucoup plus de ce sujet? Au niveau des bénévoles? Oui, des bénévoles ici en France. Ça s'est pas fait comme ça s'est fait de façon un peu linéaire, et je répète, c'est quand même bien l'encyclique Laudato Si qui a donné vraiment un coup d'accélérateur où on a vraiment, on va dire, rajouté très, très clairement sur nos orientations, effectivement, cette problématique transversale de l'écologie intégrale, mais voilà, dans l'action et dans le soutien et dans les projets que nos partenaires nous mènent, la question de l'adaptation à l'évolution du climat est déjà présent depuis des années et va continuer. Et à la DCC, est-ce que dans les projets que vous soutenez, la dimension écologique s'est amplifiée ou ça a toujours existé?
Moi, j'ai tendance à dire que ça a toujours existé, surtout pour les types d'émissions proposées depuis quelques années. Bien sûr, il y a des partenaires qui sont engagés dans le domaine de l'écologie. Et surtout, dans les dernières années, on a vu vraiment un boom sur ces préoccupations, notamment à partir, bien sûr, de l'autre aussi, mais aussi à partir de la définition de l'agenda 2030 des objectifs du développement durable. Et c'était une question, c'est une thématique, ce sont des objectifs qui sont fixés les pays membres de l'ONU pour qu'il y ait de 2015 à 2030, on peut faire face à différentes problématiques qui touchent bien sûr l'environnement, mais des autres comme la lutte contre les inégalités, la lutte contre la famine, l'Alliance pour l'attente des ODD et la recherche de la paix, la justice et l'institution durable. Et en fait, dans le cadre des ODD, il y a eu pas mal de pays qui sont investis pour les attendre, notamment la France. Et on a vu surtout que cet compromis, cet engagement s'est matérialisé à travers un de nos partenaires, que c'est France Volontaire, l'organisme qui dépend du ministère des Affaires étrangères et qui depuis certains temps, ils ont lancé des macro-projets dans différentes zones du monde pour la protection de l'environnement. Donc notamment, je pense deux, c'est V-Amazonie et V-Forêt, qui ont pour but de la protection de la forêt amazonienne en Amérique du Sud, et ça concerne des pays voilà, qui ont de la forêt Amazonie, Équateur, Colombie, Pérou, Brésil, et la DCC s'est mis comme partenaire pour l'envoi de volontaires, pour l'envoi à l'accueil des volontaires. Et en plus de dire que la DCC est engagée sur les questions environnementales ailleurs, elle est aussi investie sur la sensibilisation sur ces thématiques-là, ici en France, avec les projets GEOT. Et en gros, les projets GEOT visent à sensibiliser tout type de public aux thématiques liées aux objectifs du développement durable à travers de ces volontaires de réciprocité, qu'eux-mêmes, ils étaient formés sur les thématiques d'inégalité, des changements climatiques, et qu'après eux, dans les structures où ils travaillent, ils émènent tout type des ateliers de sensibilisation accompagnés la plupart du temps avec des anciens volontaires TCC qui sont connus aussi ces problématiques et qu'eux ensemble ils apportent leur vision de comment on peut agir pour une écologie intégrale. Donc c'est une démarche dans les deux sens, c'est dans l'envoi de volontaires pour ces thématiques et dans les pays concernés, en même temps à travers de la sensibilisation au grand public ici en France. Oui, je voulais rajouter parce qu'en fait, j'insiste sur l'AUDAT aussi parce qu'en fait c'est vraiment l'écologie intégrale et qu'en fait l'action du CCFD via ses partenaires, c'est vraiment la défense des droits humains. Les peuples autochtones, ça me fait penser à l'Amazonie, les peuples autochtones. Et donc, à travers la défense des droits humains, c'est évidemment aussi tous les systèmes, on va dire, de domination, alors, sur la nature qu'on spolie, mais les femmes, les minorités, et les peuples autochtones qu'on ignore, etc. Donc, en fait, c'est par ce biais-là, enfin, c'est vraiment vivre et mettre en action, en fait, l'écologie intégrale, c'est-à-dire l'homme et la nature et l'homme. Et voilà, le plus important, c'est la défense des droits humains. Voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que tu veux compléter du côté des franciscains? Est-ce que cette prise de conscience écologique s'est faite facilement? Parce que vous étiez quand même à l'avance il y a 8 siècles. Et pourtant, j'ai l'impression, en tout cas en France, que ça a mis un peu du temps aussi à émerger dans les communautés. Je crois que le pape François nous a réveillés. Hein. Il nous a rappelé il commence d'ailleurs l'encyclique Laudato Si, il commence par le cantique des créatures, loué sois-tu mon Seigneur pour Messire Frère Soleil. Et d'ailleurs, le pape François a fait sa thèse sur Saint Bonaventure, un grand théologien franciscain du XIIIe siècle, et donc c'est pas innocent tout ça. Et donc forcément, il nous a invités, nous on était sensibles à cette dimension, mais
mais pas de façon très engagée. Et donc, on a vu... C'est plus dans la solidarité, en fait. Oui, c'était plus dans la solidarité, dans la spiritualité. Mais là, on a vu se développer... Moi, je me suis mis à faire de la permaculture. Mais très concrètement. Hein. Et d'ailleurs, ça me lavait la tête. Le dimanche après-midi, après une semaine de ouf, faire de la permaculture, ça fait du bien. Et puis, ça produit des fruits, ça permet de travailler avec d'autres. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais quand même souligner une chose importante, c'est que dans l'encyclique, le pape, il parle d'écologie intégrale, c'est-à-dire c'est la nature, c'est l'homme, les relations sociales, la formation, l'éducation, etc., la santé, j'en passe et des meilleurs, mais il y a aussi la dimension spirituelle, transcendante. Et je dis souvent, quand je parle sur ces questions-là, je dis souvent, dans notre Occident, qui a des tas de qualités, les sciences, qui a permis l'amélioration des conditions de vie, on a quand même créé des écrans plats. Mais c'est bien, les écrans plats, ça prend moins de place, mais les écrans plats réduisent la réalité à l'aune de ce que l'on connaît, de ce que l'on ressent, de ce que l'on a fabriqué. Mais on oublie aussi qu'on peut mettre de la transcendance. C'est pourquoi on veut mettre de la 3D dans nos écrans. C'est précisément parce qu'il nous manque la transcendance. Et le pape François a bien souligné dans l'encyclique justement cette importance de mettre de la transcendance dans nos vies. Et ça, moi, je l'ai appris au Togo. J'ai vraiment appris au Togo. J'ai fait une hépatite virale, etc. Et c'est le Togo qui a éveillé, quand j'avais 23 ans, 24 ans, qui a éveillé cette dimension spirituelle en allant passer un mois dans un monastère. Et je pense que nous, en Occident, on a beaucoup à apprendre des pays, j'ose plus dire d'où ils sont, d'autres pays qui ont gardé ce sens éminemment religieux, transcendant, qui n'est pas forcément christique. Et nous, est-ce que nous n'avons pas un peu trop l'esprit critique et non pas assez l'esprit christique? Voilà. Et donc, moi, je sais que nous, en Occident, peut-être là, j'aime mon pays, mais à tout réduire à l'aune de ce que l'on connaît, de ce que l'on sait, il manque quelque chose de fondamental, c'est-à-dire mettre la transcendance dans nos vies, de la 3D. D comme Dieu, et 3 comme relation trinitaire, chaste, qui se respecte, où ça circule, où il y a de la circulation entre les personnes, et non pas duel, non pas nord-sud. Nord-sud, c'est binaire. Il faut mettre de la circulation dans nos relations. Merci. Alors, laissons circuler peut-être du coup un peu la parole. Est-ce que de votre côté, il y a des questions ou des témoignages que vous voudriez rajouter à ce qu'on s'est dit? Oui. Oui, ben moi j'ai bien aimé tout ce que vous avez dit. Et quand même, au début, moi je suis militant au CCF des Terres Solidaires. Et là, il se trouve que j'ai bien préparé un dossier pour un jeu, là où il n'y a pas grand monde, mais donc sur la notion d'extractivisme. Il y a quand même une relation dans le Sud. Pardon, juste avant que tu développes, dis-nous ce que c'est, parce qu'on l'a dit plusieurs fois, extractivisme, mais tout le monde n'est peut-être pas au courant. C'est peut-être l'occasion. Alors, l'extractivisme, en fait, c'est je dirais le pillage, si on est déjà négatif, mais d'aller chercher toutes les ressources de façon massive et uniquement pour l'exportation, c'est-à-dire que ça ne profite pas à la population, ni à l'État, ni à la population locale. Il y a une idée d'une idéologie d'extractivisme? Alors, non, c'est une réalité économique. Tout ça, c'est pour se faire de l'argent. Voilà, donc là, je vais prendre l'exemple justement qu'on développe à côté. Bon, si vous allez jouer, vous aurez un petit peu peut-être envie d'en savoir plus. Là, il y a une définition qui dit l'extractivisme est une activité au bénéfice des pays les plus riches. Donc pour aller extraire des minerais, mais aussi du bois, voilà, ou même un barrage. L'agriculture très intensive. Voilà, déboisement. Et donc voilà, l'exemple là, donc c'est au Mozambique. Donc je ne sais pas si vous voyez ça, c'est tout au sud de l'Afrique, mais sur la côte est. Voilà, donc c'est frontalier avec l'Afrique du Sud. Et donc il y a un projet d'un barrage donc, sur le Zambèze, donc quand même un grand fleuve. Et ce que moi je vois, c'est que le Mozambique, c'est une ancienne colonie portugaise. Et donc ils sont partis tard, hein, simplement après que le Portugal ait fait sa révolution, c'est-à-dire
Ils sont en 74, la révolution des Juillet, donc ils ont eu leur indépendance qu'en 75. Et quand même, la réalité, c'est que, par exemple, les gens du pays local, ils n'étaient pas scolarisés, franchement. Il y avait du travail des enfants, etc., quand même, dans les années 60. Voilà. Et ça pèse aussi sur ce que c'est devenu. Puis ils n'ont pas été préparés à construire une démocratie. Donc là, il y a un projet de faire un barrage sur le Zambèze. Et donc c'est bien pour déjà exporter l'électricité vers l'Afrique du Sud. Donc ça bénéficie pas aux populations locales. Et ce que disent les gens là-bas, c'est que ce projet donc, de barrage est une souffrance pour nous, parce que c'est là, ici, donc, que réside notre survie, et ils disent aussi nos esprits et nos lieux sacrés. Nous ne voulons pas partir d'ici. C'est-à-dire que pour eux, ça détruit, ça les fait partir, donc effectivement, ça leur fait quitter des terres, on leur fait des promesses dont ils savent qu'ils ont eu les mêmes promesses quelques années avant pour les mines, et ils savent que les promesses sont fausses. Voilà. Et qui va construire le barrage? Total Énergie et EDF. EDF entièrement nationalisé, renationalisé par la France. Voilà. Et le CCAD a fait une très grande enquête là-dessus. Et le problème, c'est que les personnes ne sont pas consultées. Et c'est contraire aux lois, qui est une loi sur le devoir de vigilance, qui est une loi d'abord française, qui dit que les entreprises doivent s'assurer qu'il n'y a pas de risque, elles doivent prévenir les risques. Donc pour les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes, les droits humains et l'environnement. Et cette loi de vigilance, elle a été après reprise au niveau européen. Donc maintenant, c'est une loi aussi, en plus d'être française, européenne. Un peu en train d'être détricotée. Enfin. Oui, parce que voilà, il y a un grand retour en arrière. Tu peux finir ta question ou... Oui, alors ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une personne donc locale qui dit la lutte doit venir d'ici, de nous. Mais elle dit, mais aussi de vous, car vous nous aiderez là-bas en France. C'est-à-dire qu'ils attendent quand même que nous, justement, si j'insiste là-dessus sur la loi, tout ça, et si je prends du temps, c'est pour dire que on peut soutenir les partenaires locaux, les projets, mais aussi on peut agir en faisant respecter le droit ici, en restant en France. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre dernière prise de parole, témoignage ou question? Je ne vais peut-être pas l'écouter, mais je peux vous demander votre mission à vous. Vous venez de l'Équateur pour être en France 1 an ou 2 ans. Quelle est votre mission Actuellement. Okay. C'est pas discret. Ah oui, non, pas du tout. Et moi, ma mission, c'est coordonner les projets GEOT. C'est un projet qui vise à sensibiliser, à la grande sensibilisation aux toutes idées publiques, aux thématiques liées au développement durable, à l'environnement, à la lutte contre les inégalités. Donc moi, ce que j'ai fait dans le cadre de ma mission, c'est chercher tout type d'événements pour devenir animateur. Donc moi, j'anime des ateliers, notamment on animé avec ma collègue ici présente, Massalo, l'atelier qui s'appelle l'étoile de la biodiversité, qui montre les relations entre les différentes espèces d'animaux, végétaux et des biotopes, des écosystèmes, et comment certaines actions humaines peuvent avoir un impact très négatif, pas seulement sur une espèce en particulier, sinon avec des autres espèces, parce que finalement, tous les écosystèmes, tous les éléments de la nature sont interconnectés. Et là, en fait, tous ces types d'ateliers font une réflexion à tous les publics qu'on touche, pour dire finalement il y a des réalités qui peut-être ici ne sont pas forcément évidentes mais qui existent. Donc le but de la DCC, c'est faire connaître au tout grand public ces questions environnementales avec l'aide de nos volontaires, de nos anciens volontaires et notre volontaire de réciprocité. Donc nous, en France, en ce moment, on peut faire appel à
à vous, ils en veulent pour- Oui, oui, carrément. On est assez partenaires avec les CCFD aussi. Et on a mené des actions, c'est intéressant parce qu'on a mené des actions ensemble, on est en route de mener des actions ensemble. Donc notamment à Arras, en juin, il y a le festival Migration, où on animera des ateliers. À Lyon, fin mai, il y a aussi une inauguration d'un nouvel espace CCFD, où on interviendra aussi. Et à les retours, il y a le festival Terre Solidaire, où on sera aussi présent. Donc un petit pub pour voir cette collaboration CCFD, DCC dans les thématiques développement durable. Juste pour préciser, en fait, la DCC et le CCFD Terre Solidaire sont deux services d'église, avec le Secours catholique, les 3 services d'église de solidarité. Et le CCFD, ceux qui sont au CCFD le savent, mais quand ça a été créé, en fait, ça a été créé à partir des mouvements d'église. À l'époque, ça devait être une quinzaine. Aujourd'hui, c'est 29 mouvements et services d'église qui sont dans ce qu'on appelle la collégialité. Évidemment, il n'y a pas que les mouvements et services d'église, puisqu'il y a de plus en plus maintenant de bénévoles qui ne sont pas issus de ces mouvements et services d'église. Donc voilà, c'est une grande communauté, mais la collégialité des mouvements et services d'église est vraiment au cœur aussi de cette action, en fait, ici. En fait, on aime bien parler au CCFD du ici et là-bas. Enfin, c'est vraiment ça ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui agissent, mais notre boulot, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, notre boulot, c'est d'être leur porte-voix et de démultiplier en fait leur voix ici, et puis appuyer aussi les plaidoyers qu'ils font, parce que voilà, en fait, on voit bien que quand on dit qu'on est tous interconnectés, enfin pas interconnectés, on va dire tout est lié et qu'on est on est sur la même planète. C'est qu'une problématique face à l'entreprise Total qui est en train de faire un barrage, même si au Mozambique ils se bougent, ils vont faire un plaidoyer au niveau de leur État, ça n'a pas d'impact. C'est bien sûr quelque chose de mondial, et en l'occurrence c'est des entreprises françaises, donc nous, ONG françaises, évidemment que notre devoir c'est de répercuter le combat qu'ils mènent avec leurs armes locales, mais ils ont besoin de nous aussi pour démultiplier en fait le combat qu'ils mènent. Et c'est vraiment ce qu'on fait ici, y compris de mener aussi des actions de sensibilisation de toutes les générations, tous les publics aux problématiques de solidarité internationale. Merci. S'il n'y a pas de dernière question, personne n'est frustré. Après ces paroles, n'hésitez pas à continuer la discussion après la fin. Comme j'en ai pris l'habitude là sur les 2-3 rendez-vous qu'on a eus, je propose de finir par un petit temps de silence pour essayer de remémorer ce que j'ai entendu, quelle phrase m'a touché, et qu'est-ce qui va m'aider à avancer en rentrant chez moi. On prend un tout petit temps de silence. Voilà, merci encore à nos invités. Bonne soirée à vous tous. Le programme se poursuit et puis on se voit aussi demain. J'espère que vous pourrez revenir demain. À bientôt.